259 pages, 4 parties, 15 chapitres au total, 730 paragraphes, plusieurs schémas, rédigés après la lecture ou la consultation de 68 livres, 6 magazines, 4 thèses, 38 articles, 4 dictionnaires, 5 recueils et cerises sur le gâteau, une préface rédigée par Feu Tshisekedi Wamulumba. Telle est la charpente du livre « Verrou et contrôle constitutionnel en Afrique », écrit par Maître Claude Kayembe Mbaye et baptisé le 9 juin 2018 au Presse Club de Bruxelles. Pourquoi ce livre? Mesdames, Messieurs, chers invités, soyez le bienvenu au Presse Club Bruxelles Europe. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder au baptême du livre intitulé « Verrou et contrôle constitutionnel en Afrique ». Et l'ouvrage a été écrit par Maître Claude Kayembe Mbaye. Pour commencer, voici une toute brève biographie de l'auteur. Claude Kayembe Mbaye est avocat au barreau de Bruxelles depuis 2004, à celui de Charleroi depuis 2016 et à celui de Kinshasa-Gombe depuis 2012. Il a commencé ses études à l'Institut du Mont Amba de Kinshasa, puis est allé à l'ITC Kisantu au Bas-Congo. Ensuite, il a poursuivi ses études secondaires à l'Institut Saint-Raphaël de Limete à Kinshasa et a obtenu son diplôme d'État en option commerciale. Il a ensuite effectué ses études supérieures à la faculté universitaire Notre-Dame de la Paix à Namur. Il a obtenu sa licence en droit à l'Université catholique de Louvain. J'invite M. Ngoy à prendre le micro pour son témoignage. Merci. Claude Mbaye, quand il est venu, vous savez, hormis de tout ça, c'est un jeune homme qui est engagé, c'est un combattant de la liberté. Il aime, il dit ce qu'il a à dire, il peut avoir tout ce que... C'est des fois comme nous tous, mais quelque chose est sûr, c'est quand il dit, il s'engage à faire quelque chose, il devrait le faire. Et d'où est venue l'idée d'écrire toutes ces choses ici? Surtout de parler de la Constitution. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que on vient dans un parti, on milite au sein d'un parti et ne rien apporter. Ça. Je me souviens que les premiers manuscrits, nous avons fait dans sa voiture, tu te souviendras, on s'arrêtait même en cours de route. On allait vers Landen, hein, on s'est arrêté en route. Il devait écrire à la main. Et moi qui connaissais tant d'auteurs, j'ai fréquenté tant d'auteurs, j'ai dit, là, effectivement, il va commencer ce travail. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui commence à travailler. Si tu entends seulement, parce qu'il y en a souvent qui disent « Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire », celui-là ne le fera pas. Mais celui qui se mettra même 10 minutes, 15 minutes, pour cocher, écrire au moins 3 ou 2 lignes, c'est celui-là qui arrivera à la fin. Ça, c'est l'une des signes. Alors, mon cher Claude, laissez-moi non seulement t'encourager, mais te dire merci. Parce que je sais combien tu t'es privé. Un sacrifice sur le plan moral, humain, pour écrire, pour faire tout ça. Tu as apporté une contribution. Pas seulement à ton parti qui est l'UDPS, pas seulement à tes amis, à tes frères juristes, mais tu as apporté une contribution à la nation. Il faudra qu'au travers de ces livres, maintenant c'est à nous de faire ce travail-là, que ces livres, que nos enfants qui viendront après puissent étudier, puissent comprendre. Parce que le problème de la Constitution dans notre pays, c'est un sérieux problème. Mais regarde aujourd'hui, on pourra tout dire en dépit de tout ce que nous avons fait, que non, un des combattants de l'UDPS s'est mis, il a écrit, il a voulu parler de certains articles qui devaient être verrouillés. Mes encouragements, mon cher Claude, et mes félicitations pour ce travail-là. Nous remercions M. Ngoy pour ce témoignage. Et le prochain orateur, c'est Maître Kikangala, qui est un aîné de Maître
Mbaye, de Maître Kaimbe Mbaye. Il va faire aussi son témoignage. Maître, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, Claude est avocat à Bruxelles, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la cité. Quelqu'un qui pense, qui a, je dirais, non seulement de l'ambition pour lui-même, mais il a de l'ambition pour ceux qui l'entourent et finalement pour son pays. Alors cet ouvrage, moi je l'ai vu commencer ses recherches il y a pratiquement 3 ans, je crois. Nous étions dans le même bureau. Et certains d'entre nous d'ailleurs ricanaient parce que bon, finalement, dans notre pays, quelqu'un qui fait un effort, je dirais, gratuitement, parce que c'est de la recherche, gratuitement, ben, vous connaissez les expressions, mais ça nous amènera à quoi? Je traduis directement en français. Ça nous amènera à quoi? Est-ce qu'on va manger littéralement ton bouquin, etc. Donc, cet effort que Claude a fait, que Maître Kaimbe a fait, c'est quelque chose de louable. Alors, parler dans le cadre du contexte politique actuel, en Afrique et spécialement au Congo, de constitution, de verrou constitutionnel, alors que nous savons très bien, beaucoup d'acteurs politiques chez nous ont une vision, je dirais, très personnelle de ce que c'est un impératif constitutionnel, et que parfois, à la limite, la valeur qu'on en donne n'est pas plus élevée que le papier sur lequel les mots sont couchés. Quelqu'un qui se donne cette peine de réfléchir sur, je dirais, ces mécanismes constitutionnels dans notre cadre, c'est quelqu'un qui apporte une pierre considérable à l'édifice de cette société que nous voulons démocratique et florissante. Alors, c'est d'autant plus louable que malheureusement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, beaucoup d'intellectuels ou de prétendus intellectuels donnent la caution à l'inacceptable. Tous les jours, nous tous, nous connaissons des gens qui, diplôme en poche, quittent la Belgique, quittent l'Europe, rentrent au pays pour se mettre au service du régime que nous connaissons, ou des régimes africains du même acabit. Certains même mettent le diplôme ou les connaissances qu'ils ont eues, ils essayent de se servir des outils théoriques qu'ils ont acquis à l'université, à l'école, etc., pour justifier l'injustifiable. Mais vous pouvez venir avec n'importe quelle théorie, vous n'arriverez jamais à justifier le tir à balles réelles sur des gens qui sortent avec des chapelets des églises, parce qu'ils demandent simplement que l'on respecte ce qui a été couché sur papier. Donc voilà. Dans ce contexte, cet effort, je trouve, a été particulièrement... c'est quelque chose qu'il faut louer. Et on sait très bien, ça vient d'être dit, qu'il ne compte pas s'enrichir avec ce bouquin, mais par contre, il compte enrichir le débat démocratique et intellectuel. Merci Claude. Voilà. Nous remercions Maître Kikangala pour ce témoignage. Et la parole maintenant est à l'auteur. Il va nous brosser succinctement le contenu de ce ouvrage. Monsieur Claude Kaimbe Mbaye, vous avez la parole. Merci. Merci à tous, merci pour votre présence. Ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Merci, vieux Bob. Si je te reconnais là. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est vrai parce que le livre c'est quand même 458 pages. Ben, c'est pas facile hein, de résumer ça. Mais voilà, mon livre, mon ouvrage ici a 4 grandes parties. Alors la première partie est consacrée aux principes fondamentaux. Je ne peux pas parler de la Constitution sans commencer à expliquer les rudiments, sinon c'est compliqué pour les non-juristes, et même pour les juristes évidemment, pour faire passer mon message, j'avais besoin de passer par là. Donc, la première partie est vraiment consacrée aux rudiments, aux notions de base de la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution? Quelle est sa position dans la hiérarchie des normes? Pourquoi faut-il une juridiction spéciale pour
une constitution parce que c'est la seule norme qui a à ses côtés une juridiction spéciale. Comment révise-t-on une constitution? Est-ce qu'on peut abroger une constitution? Est-ce qu'on peut suspendre une constitution? Et voilà. Ça, c'est la première partie du livre. Et la seconde partie, je l'ai intitulée RDC, curriculum vitae. Pourquoi? Parce que, évidemment, il faut lire, il faut comprendre un peu pourquoi j'en parle. Parce qu'à un moment donné, je vais y revenir, je me suis posé la question, mais pourquoi on nous traite aujourd'hui encore, et c'est ça le message de la deuxième partie, pourquoi on nous traite encore aujourd'hui de jeune démocratie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un discours pour nous endormir? C'est ça, c'était la grosse question pour cette partie-là. Parce que, et vous verrez d'ailleurs dans ceux qui vont lire le livre, le préambule de la loi de révision constitutionnelle de 2011, janvier 2011, à un moment donné, à la fin, ils disent, je vais vous lire, parce que c'est un peu, je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est à la page 72, à un moment donné, le pouvoir constituant dérivé, à un moment donné, dit, clôture en disant, et tout ça, juste pour justifier évidemment la révision de 2011, c'est pour consolider la jeune démocratie que nous sommes. Et j'ai l'impression que c'est un message qui passe. Et je me souviens qu'une autorité belge est passée par là, à Kinshasa, reçue au Parlement, je ne vais pas citer le nom, et je me souviens que dans son discours, pour justifier les tripatouillages électoraux de 2011, je me souviens qu'au Parlement, il dira encore une fois la même expression, jeune, vous êtes une jeune démocratie, un peu, il voulait un peu justifier ce qui se passait dans le pays. Je me suis dit non, on ne peut pas accepter ça. Est-ce que nous sommes vraiment une jeune démocratie? Et c'est là que je me suis dit, il faut que je recule, j'aille un peu dans le passé historique dans l'historique de la constitution, du parcours constitutionnel congolais. Mais je me rends compte d'une chose, et je m'insurge contre cette expression, la jeune démocratie. La Belgique, première constitution 1831. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même constitution. Certes, elle a beaucoup été révisée. Mais le Congo a quand même toute une histoire, en tout cas beaucoup plus élaborée que la Belgique. Charte coloniale de 1908, mais avant ça, la loi du 1er juin 1885, les lois constitutionnelles, les lois fondamentales de 60, les deux lois fondamentales de 60, 64, Constitution, 67, Constitution, sans compter les décrets, lois constitutionnelles de la période de crise. Et puis on remonte à la loi constitutionnelle de 92, 93, je crois, qui révisait la Constitution pour évidemment adapter aux changements qu'il y avait eu en 90. Et puis on monte 93, acte constitutionnel, on remonte encore 2003, 2006, la dernière Constitution. Je lui dis mais non, nous ne sommes pas une jeune démocratie. Mais moi je m'insurge contre ce discours-là de jeune démocratie. Nous avons une expérience. Les États-Unis, une seule constitution jusqu'aujourd'hui. Jamais révisée, toujours amendée. Parce que là-bas, on ne révise jamais les constitutions, on amende les constitutions. C'est-à-dire qu'on rajoute un peu comme la Convention européenne des droits de l'homme, on amende, on ne révise jamais. Le Congo, je ne sais pas combien de textes constitutionnels. Est-ce qu'on peut encore nous appeler jeune démocratie? Je lui dis, il y a un problème. C'est un discours pour nous endormir. C'est un peu ça, le message de la deuxième partie de mon ouvrage, et je m'étale un peu sur toute une série de... Bon, je vais y revenir parce que là, je fais encore... je brosse un peu le plan de mon livre. J'y reviendrai. Alors, la troisième partie, comment je l'ai intitulée? Mécanisme de révision constitutionnelle occidentale versus mécanisme de révision constitutionnelle africain. Je compare. Pourquoi je compare les mécanismes de révision? Parce que, tout simplement, je suis tombé sur une citation de mon professeur Delpéré,
et fort à propos, qui dit ceci. Voici, il parlait justement de l'article 195 de la Constitution belge qui se penche sur les mécanismes, qui consacre le mécanisme de révision de la Constitution belge. Il dit exactement ceci. Voici enfin la Constitution qui se risque à parler d'elle-même. Voici enfin la Constitution qui définit son propre statut. Voici enfin la Constitution qui dit comment est-ce qu'elle consent à être révisée. Voici comment la Constitution se protège contre les révisions intempestives. Et puis, il achève en disant, sans aucun doute, nous sommes là au cœur du système constitutionnel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous sommes au cœur du système constitutionnel, juste un article, il y a un problème. Mais j'ai bien compris Delperré et il a vraiment raison. Si vous parcourez une constitution, et je disais ça encore à mon président il n'y a pas longtemps, il va se souvenir de ce débat, si vous parcourez une constitution, la constitution parle de tout, sauf d'elle-même. Article 1, de la forme de l'État, du gouvernement, de la présidence, du pouvoir législatif, toutes sortes de choses, des droits humains, et ainsi de suite, mais elle ne parle jamais d'elle-même en fait. C'est ce que Delperré veut dire en fait. Et puis à un moment donné, un article, 2, 3 maximum, regardez dans toutes les constitutions que j'ai décortiquées, la Constitution parle d'elle, et c'est là qu'elle dit, voilà, pour réviser la Constitution, voilà les conditions, et ainsi de suite, pour abroger, pour... Donc elle parle d'elle-même, juste sur 2 articles, sur 229, par exemple ici, dans la Constitution congolaise, il y a 229 articles, il y a 3 articles, le titre 7, je pense, il est marqué de la révision constitutionnelle. Donc il n'y a que 3 articles, 218, 219, 220, point à la ligne. Voilà, la Constitution parle d'elle-même que sur 3 articles. La Constitution belge, n'en parlons même pas, c'est l'article 195, c'est tout. Mais Delperré dit c'est là le cœur du système constitutionnel. C'est là le cœur. C'est là que bat la Constitution bat au rythme de ces articles-là qui consacrent les révisions. Pourquoi? Parce que c'est cet article-là qui peut permettre à une constitution d'être fragile ou rigide. La Constitution belge, l'article 195, n'a jamais été révisé depuis 1831. Vous imaginez. Juste un changement de numérotation, article 131, et puis, avec toutes les révisions qu'il y a eu, c'est passé à l'article 195, et c'est tout. Mais le contenu, la forme n'a jamais changé, et croyez-moi, les Flamands se battent pour changer cet article-là, ils se battent depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui maintient la Belgique. Rien que cet article-là maintient la Belgique. Et si on déverrouille l'article 195, c'est fini. Pourquoi? Parce que pour réviser la constitution belge, première chose, déclaration de révision, dissolution du Parlement, élection. De nouvelles chambres viennent pour réviser la constitution. Il y a des majorités assez lourdes. Et c'est ce qui ennuie les Flamands, parce que vous savez que les Flamands, eux, ils veulent bousculer un peu les réformes en Belgique, et forcément les Wallons, eux, ils bloquent. Et c'est grâce à l'article 195, mais également aussi à un autre article, l'article 54, qui parle de la sonnette d'alarme. C'est un article que je propose aussi dans la dernière partie, que je propose aussi également, parce que c'est en fait toutes ces choses, tous ces mécanismes, imaginez-vous qu'ils ont été imaginés en 1931. Parce que nous, on nous endort encore en nous disant nous sommes une jeune démocratie. Mais ils étaient jeunes à l'époque. C'était de jeunes démocraties à l'époque, en 1931. Ils sortaient de l'occupation hollandaise, et puis, voilà, il fallait imaginer des choses, c'était instable. Ils ont imaginé des mécanismes qui font leur preuve jusqu'aujourd'hui. Et nous, on nous endort encore aujourd'hui avec vous êtes une jeune démocratie, c'est normal, c'est normal, c'est normal, mais c'est là que le bas blesse. Et c'est pourquoi je me suis décidé à écrire, comme le vieux Mitch a dit, il fallait que j'écrive. Il fallait que j'écrive parce que, je me souviens, il n'a pas dit, je ne sais plus s'il est sorti, il me dira à l'époque, il était très virulent, mais vous laissez toujours les juristes autour du pouvoir parce qu'ils ont les moyens d'écrire
vous les laissez écrire et ils distillent n'importe quoi, et vous n'écrivez jamais. Et chaque fois qu'un juriste écrit, proche du pouvoir, ah, on réagit, on passe sur YouTube et tout ça, mais il faut écrire pour contrecarrer leur thèse. Et d'ailleurs, mon préfacier, c'est-à-dire mécanisme de révision, je rappelle le titre, mécanisme de révision constitutionnelle occidentale versus mécanisme de révision constitutionnelle africain. Allez lire mon livre, j'ai vraiment fait appel à des schémas, j'ai évité, vous savez, les livres juridiques sont très ennuyeux, même pour nous juristes, mais je me suis dit, il faut que je schématise tout ce que je dis, c'est-à-dire que j'explique et puis j'ai énormément de schémas. Par exemple, je décortique les révisions constitutionnelles de la Belgique et je fais des schémas pour que le non-juriste ne s'ennuie pas. Et vous serez choqués. Quand vous comparez les mécanismes de révision constitutionnelle de chez nous, en Afrique, toute l'Afrique, et ici, bon, j'ai tiré sur le volet certains mécanismes, parce que c'est pas évident de prendre tous les pays. Quel décalage. Mais ce qui me frappe, c'est que chaque fois qu'on doit élaborer des constitutions, les experts occidentaux arrivent. Mais où sont ces experts pour nous proposer les mêmes mécanismes qui ont fait leurs preuves chez eux depuis 1831, 1800, je ne sais pas combien, mais ils sont là, on les paye des honoraires très faramineux, et puis après, nos constitutions s'avèrent toujours très, très fragiles, très faibles, on les change n'importe comment. Il n'y a aucun risque pour le député ou les constituants dérivés africains, il n'y a aucun risque. Du nord au sud, j'ai décortiqué les constitutions africaines. Dernièrement encore, mon prof d'Elpéré était en Tunisie pour la constitution de 2014, je pense, ou 2011, je me perds un peu, mais il était là pourtant. Et pourtant, c'est lui-même qui vante les mécanismes de constitution. Je vous ai cité ce qu'il dit, mais il est souvent appelé en Afrique pour aider. Mais comment expliquer que l'Afrique n'a jamais expérimenté c'est ça le message de mon livre, hein, finalement. Comment expliquer que l'Afrique n'a jamais expérimenté des mécanismes de révision avec dissolution de parlement? C'est trop beau que d'être parlementaire en Afrique. La vie est trop belle, c'est-à-dire ton autorité morale, comme on aime bien dire chez nous, te dit, voilà, moi j'ai besoin d'une révision constitutionnelle, mais la vie est belle. Non seulement tu as ton enveloppe, mais tu es assuré de rester encore député. Vous voyez pourquoi il n'y a aucun risque? Et il s'amuse. Je sais qu'il y aura sûrement une question sur le fameux Mirindi, mais s'il s'amuse comme ça, c'est parce qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque en Afrique de réviser les constitutions, il n'y a aucun risque. Et 1831, la Belgique a opté pour ça. Allez voir le mécanisme de révision danois. Il y a des dissolutions du Parlement. Allez voir, ils sont tous, à l'époque, c'était des jeunes démocraties. Donc qu'on ne nous endorme plus avec ce débat, cette appellation jeune démocratie. Ça nous endort. C'est ça un peu le message. Mon message dans une partie de cet ouvrage, et ce qui est d'autant plus choquant dans les mécanismes de révision constitutionnelle africains, c'est que non seulement ils ont tous éludé, du nord au sud, hein, je vous ai dit, de l'est à l'ouest, j'ai vérifié les constitutions, et leur histoire, personne n'a déjà expérimenté ça. Tous optent pour le référendum. Toutes les constitutions africaines. Référendum. Oui, mais déjà, vous ne savez pas organiser les élections, mais vous, pour réviser les constitutions, vous optez pour les référendums. Ça s'apparente à une élection, les référendums. Et puis, vous allez voir comme la constitution congolaise de 2006, et il s'arrange toujours. Vous allez voir les mécanismes, ceux qui vont lire mon ouvrage. Premier paragraphe, référendum, on consulte le peuple. Deuxième paragraphe, il y a toujours un moyen de contourner le peuple. Et vous voyez que vous allez voir, c'est récurrent dans toutes les constitutions africaines, tous les mécanismes. Donc, ça, c'est le message de ma troisième partie. Et je finis avec la quatrième partie. Le modérateur me fait signe. Il m'avait déjà dit que vous, les avocats, parlez trop, je veux te faire signe. La quatrième partie, évidemment, ce sont mes recommandations. Je ne me limite pas à critiquer, je ne me limite pas à observer, je formule des recommandations. Première recommandation. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris la substance de mon livre.
J'espère que le sujet est intéressant. Mon vieux Bob sourit, donc je crois que c'est intéressant. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Ok, lui il est l'auteur, moi je suis le marketeur. Donc je n'accepterai pas qu'il vende le livre avec du vent. Il faut acheter le livre. C'est pour ça que je lui ai demandé d'arrêter, mais il est plus précis encore dans le livre. Et comme je vous ai dit, je rappelle donc la suite du programme. Ah oui, il y a une information importante que j'ai oublié de vous donner, c'est que il a eu l'honneur d'être préfacé par le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, feu Étienne Tshisekedi. Vous savez à quel point ce grand homme était avare d'écrits comme ça à quelqu'un, mais lui a pu arracher ça. Je pense que c'est quelque chose qui devait être signalé et qui sûrement portera chance à l'auteur, compte tenu du parcours très remarquable du préfacier. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à la séance de dédicace. La séance de dédicace. Ah non. Ah non, vous voulez poser des questions. En principe, j'ai donné la parole en priorité à ceux qui ont lu le livre. Hein. Non, c'était pour blaguer. Mais en principe, ça devait être comme ça. Mais il y a mille et une questions qu'on peut poser à l'auteur. Il est là. Et donc, vous avez la parole. Ne soyez pas comme lui. Soyez succinct. En 30 secondes, vous posez votre question. Il répond. Et puis... comme ça, vous donnez la chance à tout le monde de parler. Je pense qu'en 15-20 minutes, communicateur de la majorité présidentielle, aussi chercheur en droit, donc qui explique que Kabila peut se représenter étant donné qu'il n'est qu'à son premier mandat suite à la modification du scrutin électoral en 2011. Alors il invite les juristes à lui apporter la contradiction. À la lumière de vos écrits, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous contestez? Et pourquoi, évidemment? Merci. Oui. Allô? Bob Kayembe, je crois que ma voix porte, c'est pas nécessaire. Prenez toujours le micro pour la qualité du son. Bob Kayembe. Merci, maître Kayembe. D'abord, félicitations. Merci, merci. Parce que il y a encore plusieurs matières sur lesquelles j'étais harcelé. Et je ne savais pas que tu gardais. C'était un secret bien gardé. Avec ton vieux mythe que tu écrivais. Et félicitations, écrire n'est pas facile, ça a été déjà dit. Je n'ai pas encore lu les livres parce que je ne l'ai pas acheté, mais je voulais juste te poser une question. D'où est venue l'ingénieuse idée de pouvoir te faire préfacer par un immortel? Merci. Seconde question. Bonjour, Damien Tondi. Maître Mbaye, félicitations pour l'ouvrage. Déjà qu'on ne lit pas beaucoup, mais écrire, et de là, coup de chapeau en tout cas. Hein. Voilà, moi j'ai deux petites préoccupations. Dans le livre, vous évoquez quand même la définition de Lincoln sur la démocratie. Hein. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et puis vous posez quand même aussi des questions de se dire, est-ce que l'Afrique a besoin d'une démocratie propre à elle, ou devrait-elle copier une certaine démocratie? En même temps, je vous ai suivi dire aussi que pourquoi est-ce que les vieilles démocraties ne viennent pas chez nous, avec tout ce qu'ils ont comme expérience, nous aider à pouvoir consolider les mécanismes de verrouillage. Hein? Alors, la question que moi j'ai désiré poser, c'est celle de savoir, déjà sur l'aspect de la démocratie, hein, sur l'aspect de la démocratie propre à l'Afrique, est-ce que vous savez répondre vraiment à cette question? Oui. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on a vraiment besoin que notre constitution à nous, parce que nous ne voulons pas copier la démocratie d'ailleurs, nous avons d'autres réalités culturelles, nous avons d'autres réalités sociologiques, est-ce que notre constitution à nous, africains, doit nécessairement passer par des mécanismes très compliqués? Regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous devons retourner à deux tours. Bonjour, Gérard Oulaï du Côte d'Ivoire.
félicitations pour votre livre. C'est important pour nous. Et ma question pour vous en tant que juriste, est-ce que l'Africain d'aujourd'hui, la notion d'État et nation, pour préserver l'intégrité et la substance même de nos institutions, quand on parle de constitution qui a été tripatouillée, modifiée, pour moi personnellement, je me dis, l'Africain n'a pas encore défini en lui-même la valeur même de l'État-nation et les instruments mis à la disposition pour gérer cet État. Est-ce que les Occidentaux que nous voulons copier ne nous mettent pas souvent dans une situation d'État précaire où eux valident nos amendements ou nos transformations de constitution? Est-ce que ce n'est pas à nous, vous, juristes, personnellement, de réfléchir et de voir quels sont les mécanismes que nous, citoyens africains, pouvons mettre en avant pour faire exiger ou appliquer les constitutions telles qu'elles sont pour pouvoir les faire contrôler? Merci. Félicitations en tout cas, maître, pour votre ouvrage. Merci surtout de nous rassurer que les non-juristes, pour les non-juristes, c'est digeste. C'est digeste. Voilà, merci beaucoup. Ma première question, concernant les mécanismes de verrou, est-ce que n'est-ce pas à l'instar des autres mécanismes de contrôle au Congo par exemple, qui, lorsqu'ils ne sont pas activés, c'est-à-dire très rarement, lorsqu'on les active, on arrive quand même à la même situation. Je donne un exemple. L'audit des entreprises publiques au Congo. On a actionné un mécanisme de contrôle avec la Cour des comptes. L'audit a été réalisé. On a rendu le rapport qui a montré qu'il y avait une grande corruption, une gabegie au sein des entreprises d'État et aucune sanction n'a jamais été prise. C'est-à-dire, les personnes même qui étaient censées appliquer les sanctions étaient à la base de ce qui se passait. Deuxième question. Parlant des constitutions au niveau africain, c'est presque la danse actuellement des accords politiques. C'est-à-dire, lorsqu'on a violé la constitution, alors en marge, on commence à se mettre d'accord autour de la table, confectionner un accord politique qui n'aura jamais la force de la constitution, simplement parce qu'on quitte le cadre légal pour se mettre dans un cadre qui est mouvant et que le pouvoir peut facilement manipuler. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Merci. Ok. Bon. Oh, ça commence bien. Vous baptisez l'officiant. Un micro. Micro. Oui, on va le mouiller. Non, sur légèrement. Comment légèrement? Le mouille, sinon il n'est pas baptisé. Oui. Oui. Ok. Et merci. D'abord, toutes mes félicitations à l'auteur. Je crois que ça, c'est une grande première. C'est vraiment une œuvre qui tombe dans l'air, qui est vraiment dans l'air du temps. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, il y a quelques individus, au nom évidemment de l'intérêt d'un seul individu, qui sont prêts à tout chambouler, à tout écraser. Et pourtant, la Constitution pour un pays qui se respecte, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale. En lingala, Mibeko Mokonzi. Donc, pour vous dire, c'est vraiment intouchable. Et je crois que ce qui se passe en réalité en Afrique, cette épidémie de violation du texte fondamental, c'est comme disait notre leader bien-aimé, l'immortel Étienne Tshisekedi, c'est sûrement et surtout dû au manque de culture politique. Je crois que en tant qu'Africains, nous devons promouvoir la culture politique et aussi, surtout, les états de droit. Il faut les instaurer. Parce que dans un état de droit, c'est la loi qui est au-dessus de tous les citoyens. Ce n'est que comme ça que la culture politique, nous allons l'avaler, elle va s'intégrer en chacun de nous et nous allons comprendre le sens du respect des principes communément adoptés. Lorsque nous avons adopté des principes
quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ces principes doivent être respectés. Or, en Afrique, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand une constitution est adoptée, elle l'est pour ceux qui ont chipoté à ça, ceux qui ont manipulé les circonstances. Quand il y a d'autres voyous qui viennent, et surtout avec les armes, ils balayent tout et ils remettent les compteurs à zéro en instituant un autre ordre. Et c'est ça. Ça nous arrive à cause du manque d'un état de droit, un état au-dessous duquel tous les citoyens se trouvent et doivent allégeance. Donc c'est ça le but d'ailleurs de notre combat. Et vraiment encore une fois, je réitère ces remerciements et ces félicitations à Maître Mbaye parce qu'il a de manière admirable et symbolique contribué, mais avec une avancée extraordinaire à ce débat et à ce combat que nous menons depuis Étienne Tshisekedi et jusqu'à après lui, pour évidemment le salut du Congo, mais pas seulement du Congo, notre pays, de l'Afrique tout entière. Je baptise donc ce livre que j'espère voir figurer un jour dans nos écoles, dans nos académies, parce que comme je l'ai dit, c'est une fierté que cela vienne d'un Congolais, c'est une fierté pour notre parti, UDPS, et c'est une fierté pour l'Afrique, parce qu'enfin en Afrique, il y a des débats de fond, des débats que nous pouvons tenir avec les Occidentaux qui sont très bien avancés sur le sujet. Et voilà, nous essayons un peu d'équilibrer et de rattraper notre retard. Félicitations encore à l'auteur et que Dieu bénisse cette œuvre et qu'il en fasse vraiment un ciment, un socle sur lequel nous bâtirons l'état de droit pour lequel nous nous battons et que beaucoup d'entre nous ont donné, ont payé de leur vie. Amen. Voilà. Au nom du Père. Président. Hein? Vous mettez aussi le nom du président. Et le Non, au contraire, il faut l'attendre. Oui, oui. En fait, lui, si on ne fait pas, je le laisse. Bon, les coquilles, on n'en manque pas. Même l'éditeur, je pense qu'à faire les coquilles. Pourtant, t'as revu? Oh, un peu malade. En fait, là, c'est